Avec une première intervention de Steve Demazeux, maître de conférence en philosophie à Bordeaux-Montaigne, et avec ce titre, ce très beau titre, très intriguant, Mon cerveau, ce papier, ce feu. Steve, tu as 40 minutes. Bien, merci beaucoup. Je suis très honoré d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Michel Foucault. Bon, j'arrête ma phrase. Je sais à quel point il pourrait paraître hasardeux, même imprudent, de commencer un colloque en l'honneur ou en prétexte à Alain Ehrenberg en prononçant le nom du philosophe français, le nom de ce philosophe français. Alain, qui a fait du karaté, Nicolas vient de le rappeler, pourrait prendre cela comme une provocation de ma part s'il ne savait par ailleurs toute l'affection que j'ai pour lui et toute l'admiration que j'ai pour son travail. Je reprends ma phrase. J'espère que la suite de mon propos permettra de montrer que si Foucault constitue un point de départ et un auteur important de mon intervention, le véritable objet de mon intervention en est le cerveau, et particulièrement à la place qu'il occupe dans le discours philosophique, par contraste avec celle qu'il occupe de plus en plus, comme Alain l'a bien montré, dans le débat scientifique, médical et public. Michel Foucault, donc, dans un texte très célèbre intitulé « Mon corps, ce papier, ce feu », profite de la réédition chez Gallimard en 1972 de l'histoire de la folie à l'âge classique pour régler ses comptes avec Jacques Derrida. Celui-ci, de 4 ans son cadet, a commis en 1963 un texte intitulé Cogito et histoire de la folie qui a mis entre les deux hommes le feu aux poudres, d'autant que ce texte se trouve réintégré en 1967 dans l'écriture et la différence. Le litige va déboucher sur une querelle assez célèbre dans le petit milieu philosophique, ce qu'il est convenu d'appeler la querelle Foucault-Derrida. Alors, sur quoi porte le litige ? Il porte sur l'interprétation correcte d'un tout petit passage de la première méditation métaphysique de Descartes, quand celui-ci s'exclame « Mais quoi ? Ce sont des fous !» Alors, vous imaginez bien la situation, vous avez deux jeunes philosophes issus de l'école normale supérieure, parmi les plus brillants de leur génération, qui vont se quereller à vie pour un point de commentaire de texte sur Descartes. Alors, la dispute pourrait paraître dérisoire et ne semble pas à la gloire du sérieux philosophique. Elle mériterait peut-être une analyse sociologique ou, mieux, une psychanalyse croisée. En vérité, l'objet de la dispute est passionnant sur le plan philosophique. De quoi s'agit-il ? Très sommairement, voici. Foucault, dans sa thèse sur l'histoire de la folie, consacre 3 pages à Descartes où il reproche au plus classique des philosophes français d'avoir réduit la folie à la simple déraison, c'est-à-dire au degré zéro de la raison. De fait, Descartes, qui doute de tout, au point d'imaginer que la vie n'est peut-être qu'un songe, ou qu'un malin génie complote à me tromper de manière systématique, Descartes qui doute de tout, absolument de tout, sauf de la possibilité qu'il puisse être fou. Il y a un moment où le doute chez Descartes, aussi radical prétend-il être, s'arrête, c'est quand il rencontre la folie. Le fou, c'est l'autre, alors que le philosophe, même nu dans son lit, sait qu'il n'est pas fou. Je pense, je suis, mais tant que je pense, je ne peux pas être fou. Le caractère performatif du cogito garantit contre la possibilité que je puisse être fou. Moi qui pense, je ne peux pas être fou, commente Foucault. Le philosophe donc pointe le fait qu'il s'agit là, au milieu du XVIIe siècle, d'une nouvelle évidence qui va s'imposer pour longtemps. Le fou, c'est celui qui est exclu de la possibilité même de penser. Citation de Descartes, « Mais quoi ce sont des fous, amentes, et je ne serais pas moins extravagant, demens en latin, si je me réglais sur leur exemple. » Donc le fou, c'est celui qui a perdu la raison, qui est privé d'esprit, amentes. Derrida intervient alors pour rectifier Foucault. Non, la folie n'est pas exclue par le sujet qui doute, et non, Descartes ne consacre pas dans les méditations métaphysiques un impensé de la modernité occidentale sur la folie. En un mot, Foucault a tort. Si on lit très attentivement Descartes, quitte à revenir au texte latin, on se rend compte que l'argument du rêve est plus radical, puisqu'il est plus commun et universel, que celui de la folie. Je cite Derrida, « La folie n'est qu'un cas particulier, et non le plus grave d'ailleurs, de l'illusion sensible qui intéresse ici Descartes. » Ou pour le dire autrement, le rêveur est plus fou que le fou. La conséquence de ce point de détail interprétatif est grave, en réalité, car si Derrida a raison, c'est toute l'entreprise de Foucault qui vacille, car peut-être faudrait-il atténuer la netteté du partage que Foucault décrit comme caractéristique de l'âge classique entre raison et déraison, et dont Descartes serait, selon lui, le parfait représentant. La réponse que Foucault adresse à Derrida, d'abord dans une revue japonaise, puis comme appendice à la réédition de l'histoire de la folie, est cinglante. Foucault reproche à Derrida de se poser comme gardien de la philosophia perinis,
Il ne faut pas toucher un cheveu au grand Descartes. D'ailleurs, Foucault en avait déjà fait les frais pendant sa soutenance de thèse, où il s'était déjà vu reprocher par Gouillet son interprétation de Descartes. Et surtout, de ne pas accepter l'idée même qu'il puisse y avoir un en dehors de la philosophie. Toujours tout ramener à la philosophie, comme si la philosophie était toujours au-delà ou en deçà de tout événement. Et il se livre lui-même à un très savant commentaire de Descartes, en revenant lui aussi au latin, pour montrer qu'il y a bien, comme il l'affirmait au départ, une asymétrie frappante entre le traitement des deux exemples de perdition du sujet, qui sont d'un côté le rêve, de l'autre côté la folie. L'exemple du rêve ne relève pas l'exemple de la folie, il lui fait face, au sens où il lui est opposé, étranger. Car le rêve n'altère pas le cheminement du doute, alors que le fou, lui, est empêché de douter. Il y a donc bien un rejet qui pose le fou en face du rêveur comme en face du penseur. Voilà très sommairement résumé les grandes lignes de la querelle célèbre qui opposa Foucault à Derrida. Il y a un point maintenant sur lequel je voudrais attirer votre attention. Un élément de détail aussi, me semble-t-il, mais qui est assez symptomatique et qu'on pourrait peut-être mettre au procès général de la philosophie dans sa manière de se confronter historiquement à la science et à la psychiatrie en particulier. C'est le cerveau. Dans la première méditation métaphysique, Descartes écrit, je le cite, « Et comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et ce corps-ci soient à moi ? Si ce n'est peut-être que je me compare à ces insensés, de qui le cerveau est tellement troublé et offusqué par les noires vapeurs de la bile, qu'ils assurent constamment qu'ils sont des rois lorsqu'ils sont très pauvres, qu'ils sont vêtus d'or et de pourpre lorsqu'ils sont tout nus, ou s'imaginent être des cruches ou avoir un corps de verre. Mais quoi, ce sont des fous, et je ne serais pas moins extravagant si je me réglais sur leurs exemples. » Donc, de qui le cerveau est tellement troublé et offusqué par les noires de vapeur de la bile, en latin, quorum cerebella, tam contumax vapor, ex attrabile, labefactat. C'est tout de même frappant. Foucault comme Derrida se livrent tous les deux à un commentaire extrêmement érudit de la première méditation métaphysique, en insistant sur chaque mot latin, l'usage des termes, insanus, demens, amentes, les verbes, comparare, reminiscere, même les adverbes, verum tamen, etc. Et aucun ne commente attentivement cette référence pourtant centrale dans le passage incriminé au cerveau. C'est comme si le cerveau était une scorie du texte, un lieu insipide du bagage médical, un élément textuel, en tout cas indigne d'un traitement philosophique, un non-concept. Chez Derrida, le mot cerveau n'apparaît qu'une seule fois, dans la citation même de Descartes, sans commentaire ni analyse dans un texte d'une 50aine de pages, consacré juste à ce passage. Pareil chez Foucault, 24 pages, qui se contente de pointer, je le cite comme caractéristique, le type de savoir médical qu'on peut avoir sur la folie. Citation de Foucault, n'est-il pas caractéristique que la folie dont parle Descartes dans le paragraphe étudié plus haut soit définie en termes médicaux comme le résultat d'un cerveau dérangé ou offusqué par les noires vapeurs de la bile ? Rien de plus. Le savoir médical dont Descartes s'inspire, la référence à la mélancolie, la causalité cérébrale, tout cela ne compte pour rien dans le discours philosophique. Il y a longtemps eu, il y a encore, à certains écarts, une sorte de tabou proprement philosophique autour du cerveau. Je pense qu'on peut presque qualifier de performance cette ténacité, sans doute en partie involontaire, à esquiver le cerveau, même quand il s'agit de commenter un texte où la référence est présente et même importante. Jean-Marie Bessade, en 1973, dans la revue de métaphysique et de morale, essaie de faire la part des choses dans cette querelle interprétative qui oppose Foucault et Derrida sur Descartes. Longue analyse encore de ce passage des méditations métaphysiques, l'article fait une vingtaine de pages, zéro occurrence du mot cerveau. On ne trouverait pas grand-chose non plus chez Sartre, dans l'imaginaire, ni chez Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception, même si ce dernier prend davantage en compte les données de la neurologie et n'hésite pas, à l'occasion, de parler de cerveau. Comme je le disais, c'est pourtant un élément textuel loin d'être anodin, cette référence au cerveau dans le texte cartésien. Clairement, Descartes pointe la possibilité que la folie puisse être causée par un dérèglement du cerveau, et il anticipe en cela la fameuse définition de Voltaire, un siècle plus tard, dans son dictionnaire philosophique. Je cite Voltaire, « Nous appelons folie cette maladie des organes du cerveau qui empêche un homme nécessairement de penser et d'agir comme les autres. » Surtout, la référence au cerveau ici est d'autant plus importante que le cerveau n'est pas, chez Descartes, le siège de la pensée, mais plutôt celui des émotions et de l'imagination. Descartes, faut-il le rappeler, a été savant autant que philosophe, il a beaucoup disséqué de cadavres, et il a exercé un rôle décisif dans plusieurs grandes découvertes qui concernent le système nerveux central. La théorie de l'influx nerveux, des arcs réflexes, l'explication tout à fait plausible du membre fantôme, etc. Denis Cambouchner, en bon spécialiste de toute l'œuvre de Descartes, a bien fait de rectifier les nombreux commentateurs qui l'avaient précédé en rappelant l'importance des considérations physiologiques dans la doctrine de Descartes. Je le cite, et pour le coup le commentaire est important, « La folie chez Descartes comporte toujours à la fois un aspect physique, avec le dérèglement des humeurs et des mouvements du cerveau, et un aspect intellectuel, avec le dérèglement du jugement et du discours. »
Fin de citation. En somme, cela ne concerne pas seulement l'usage de la raison. Alors, le plus intriguant, pour terminer avec Foucault, c'est qu'on a beau chercher dans toute son œuvre, qui est imposante, on trouve très peu d'occurrences du mot cerveau. La référence au corps est constante dans l'œuvre, presque à chaque page en Essence de la clinique, et le cerveau, lui, est très très peu présent. Dans l'Histoire de la folie, il y a une 60aine d'occurrences, surtout des citations, mais jamais thématisées en tant que telles. Très peu d'occurrences dans Essence de la clinique, presque rien dans Les mots et les choses ou Surveiller et punir, et même jusqu'en 1974 dans Le pouvoir psychiatrique, le mot n'apparaît que comme corps neurologique, mais le cerveau en tant que tel est très peu employé. Donc, le cerveau, d'une certaine manière, passe sous le radar foucaldien. On aurait envie de dire, c'est normal. Foucault est un philosophe de son temps, il est né au début du XXe siècle. La plupart de ses textes autour de la folie ont été écrits avant les années 70, portent sur des périodes où le savoir sur le cerveau est encore rudimentaire. En somme, tout cela se situe avant le grand tournant des neurosciences. Mais cette relativisation est insuffisante pour au moins deux raisons. D'abord, la référence au cerveau comme cause principale, sinon unique, des maladies psychiques est constante dans les écrits des médecins, depuis l'Antiquité, en particulier Galien, jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on peut rappeler que Foucault a eu une formation de psychologue, qu'il a fréquenté le psychiatre suisse Roland Kuhn, et qu'il a même travaillé au début des années 50 dans une unité d'électroencéphalographie avec Georges et Jacqueline Verdeau. Surtout, les archives Foucault, qui sont maintenant consultables en ligne, révèlent près de 28 fiches manuscrites de travail de Foucault spécifiquement consacrées au cerveau, dont plusieurs fiches intitulées « Folie et cerveau », qui vont de l'Antiquité, très sûrement une analyse très fine de Galien, fiche 167, jusqu'au XIXe siècle. Et on découvre beaucoup de citations, notamment des citations de Malebranche sur le cerveau, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'Histoire de la folie, mais aussi on trouve dans ces fiches des comptes rendus très techniques sur la physiologie du cerveau ou sur d'autres ouvrages très spécialisés sur le fonctionnement du cerveau. Donc le jeune Foucault s'est donc intéressé de près au cerveau, même si cela n'apparaît peu ou prou dans son œuvre. Le cerveau constitue comme une part maudite du travail de réflexion de Foucault sur la folie. Avançons un peu dans le temps et revenons une nouvelle fois à Descartes. Après avoir été accusé de reléguer la folie au silence de la déraison, voilà le même Descartes, à partir des années 90, qui est accusé d'avoir ralenti d'une certaine manière le progrès des savoirs neuroscientifiques qu'on pouvait tirer d'eux. Antonio Damasio, neuroscientifique d'origine portugaise, publie L'erreur de Descartes en 1994. Le texte date de 1994, la traduction française paraît très très rapidement dans la foulée en 1995. Et Damasio, qui cherche à promouvoir l'idée qu'il existe quelque chose comme un moi neural, c'est une idée qui ne peut que intéresser Alain Ehrenberg, évidemment, Damasio s'attaque frontalement au fameux dualisme cartésien, mais aussi à toutes les nouvelles formes de néo-dualisme qu'on trouve dans la littérature philosophique. Alors, les spécialistes de Descartes, et en premier lieu Kambouchner, à nouveau, auront tôt fait de monter au créneau pour dénoncer les simplifications de Damasio et sa mauvaise lecture du grand philosophe français. On peut dire que l'attaque de Damasio tombe d'autant plus mal, pour ainsi dire, qu'il existe à cette époque précisément tout un renouveau d'attention dans le champ des études cartésiennes et qui consiste à prendre au sérieux, plus au sérieux en tout cas que ça n'avait été fait jusque-là, les travaux scientifiques de Descartes et en particulier les travaux physiologiques de Descartes pour mieux éclairer en retour ses positions philosophiques. En France, le travail de Denis Kambouchner, justement, L'homme des passions en 1995, ou encore aux États-Unis le travail de Daniel Garber, Descartes Embodied en 2000, ont contribué à donner une idée plus juste et plus complexe du fameux dualisme cartésien qui avait eu tendance au fil des siècles à devenir un refuge un peu trop commode pour les rationalistes prudents comme pour les spiritualistes défroqués. Alors, ce qu'on appelait tout le courant des études de Descartes Embodied. Donc le fantôme de Descartes reste partout présent dans la philosophie française, comme le pointait à juste titre Denis Kambouchner, et se trouve de plus en plus opposé dans le débat contemporain, particulièrement neuroscientifique, à un autre grand philosophe classique postérieur à Descartes, Spinoza. Pourquoi Spinoza ? Précisément parce que ce dernier est toujours apparu comme le remède au dualisme cartésien, au risque d'être accusé, lui, de matérialiste déguisé. Et après l'erreur de Descartes, Damasio publie en 2003 « Spinoza avait raison », qui est un trait d'esprit qui vient de l'éditeur français, parce qu'en anglais, le titre est moins percutant, même s'il se veut tout aussi accrocheur, « Looking for Spinoza ». Mais il est intéressant de noter que c'est aussi Spinoza qui est donné en exergue, 20 ans plus tôt, du dernier chapitre de L'homme neuronal de Jean-Pierre Changeux en 1983. Bien avant Damasio, Changeux choisit Spinoza contre Descartes et rappelle cette citation extraite
citation importante extraite de l'Éthique, l'appendice au livre 1, « Les hommes jugent des choses suivant la disposition de leur cerveau ». Texte du XVIIe siècle, dispositive cerebri. Et un peu plus loin, Spinoza reprend même à son compte un vieux dicton, « Il n'y a pas moins de différence entre les cerveaux qu'entre les palais ». Citation cadeau que j'offre ici à qui veut bien reprendre, ce serait parfait pour un article sur la neurodiversité. Il n'y a pas moins de différence entre les cerveaux qu'entre les palais. Alors, dans un entretien croisé qui fait la matière d'un livre paru en 1998, intitulé « Ce qui nous fait penser », Jean-Pierre Changeux et Paul Ricoeur jouent longuement Spinoza contre Descartes. Spinoza à nouveau du côté de la science et des neurosciences, et Descartes comme garde-fou, si vous me passez l'expression, contre le réductionnisme neurobiologique. Changeux, en s'appuyant justement sur les travaux des spécialistes de Descartes, et nommément Cambouchner, fait valoir qu'il y a une forme d'ambiguïté dans la pensée de Descartes de la maturité entre le travail du savant d'un côté, et Changeux se fait fort de rappeler toute l'audace de Descartes dans le modèle qu'il propose de l'organisation cérébrale dans le traité de l'homme non paru, et peut-être que si ce livre n'a jamais paru, c'est parce que Descartes avait peur de la censure au moment du procès de Galilée. Et selon Changeux, à ce titre, Descartes, je le cite, anticipe les travaux actuels des neurosciences cognitives, donc il en fait une sorte de pionnier des neurosciences cognitives d'aujourd'hui. Donc d'un côté le travail de scientifique de Descartes et de l'autre côté le travail de métaphysicien qui, je cite encore Changeux, se plaît à éblouir le prince et à se concilier les grâces de l'Église. Alors Ricoeur s'insurge contre ce qu'il considère comme une remise en cause de l'honnêteté intellectuelle de Descartes et défend pour sa part non pas un dualisme ontologique, mais un dualisme sémantique, en insistant sur la dissymétrie entre les deux phrases suivantes. Je prends avec mes mains, je pense avec mon cerveau. Il reprend à son compte certains des arguments contemporains qu'on trouve dans les débats sur la philosophie de l'esprit et qu'on peut résumer en gros comme l'erreur de catégorie grammaticale dans le sillage wittgensteinien ou le sophisme méréologique. On attribue une partie de l'organisme, le cerveau, des propriétés qui ne s'appliquent qu'à l'individu en entier. Mais Ricoeur va plus loin dans le rejet du cerveau et considère que rien dans notre expérience vécue, ne nous autorise à dire quoi que ce soit de l'ordre de « c'est mon cerveau » ou « mon cerveau ». Ainsi, tandis que Descartes, poussant au maximum l'exercice du doute radical, se demandait s'il pouvait douter de l'existence même de son corps, et comment pourrais-je nier que ces mains et ce corps-ci soient à moi, Ricoeur, en s'appuyant sans le dire sur une forme d'époquée phénoménologique, pousse d'une certaine manière le doute encore plus loin. Rien dans mon expérience immédiate ne me permet de dire que ce cerveau est à moi, au sens où je pourrais intimement le relier à mon corps. Je cite Ricoeur, « Quand on me dit que j'ai un cerveau, aucune expérience vive, aucun vécu ne correspond à cela, je l'apprends dans les livres. » Page 24. Bien sûr, Ricoeur ne me remet pas en cause qu'il y a bien un cerveau dans sa boîte crânienne. Il ne remet pas en cause l'existence du cerveau. Mais il l'exclut de la possibilité même qu'il fasse, d'une manière ou d'une autre, partie de l'expérience vécue. Ricoeur poursuit, je le cite encore, « Ainsi, je puis dire que mes mains, mes pieds, sont mes organes en ce sens que je marche avec mes pieds, je prends avec mes mains, fin de citation, mais je ne peux pas, strictement parler selon Ricoeur, dire que mon cerveau est un de mes organes. » Plus loin, il prophétise, citation, « Mais le cortex ne sera jamais dans le discours du corps propre. » Mais le cortex ne sera jamais dans le discours du corps propre. À quoi Changeux objecte aussitôt une réponse physiologique ? Pour une raison extrêmement simple, il n'y a pas de terminaison sensorielle dans le cortex cérébral, alors qu'il y en a dans le reste du corps. Citation. Donc mon cerveau n'est pas à compter comme un de mes organes. Alors, à la place de Changeux, j'aurais bien aimé demander aux philosophes dans cet entretien, à Ricoeur, et le rein, et la rate, et le foie, sont-ce mes organes ? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un organe entre dans le champ de mon expérience sensible ou phénoménologique ? S'il est vrai, pour reprendre une définition célèbre de Leriche que commente attentivement Canguilhem, que la santé, c'est la vie dans le silence des organes, alors on peut dire effectivement que beaucoup de nos organes, le plus souvent, ne nous sont pas sensibles. Mais ne sont-ils pas pour autant à moi ? Ne sont-ils pas une part de moi ? Un rein qui fonctionne bien, je n'en fais aucune expérience. Mais un petit caillou bloqué peut suffire à me faire sentir douloureusement son existence. Et on peut, sauf à restreindre drastiquement le champ de mes organes à ce qui est visible de l'extérieur, mais ça soulèverait bien des objections philosophiques, dire que ça relève du vécu sensible. Et le cerveau ? Est-on si sûr, à la manière du rein ou de la rate, qu'il ne fait jamais partie de mon expérience, de mon vécu ? Est-ce qu'une aura épileptique, une crise épileptique, c'est pas d'une certaine manière une expérience directe d'un organe qui est en moi, qui se fait directement sentir, mais que je ne peux pas toucher ni voir ?
Alors, je n'ai pas forcément de réponse philosophique à la difficulté réelle, je ne la sous-estime pas, que soulève Ricoeur. Mais sa conception très restrictive qu'il propose du corps propre dans un sillage phénoménologique ne me convainc pas, et encore moins le partage très net qu'il opère entre ce qu'on saurait immédiatement sur nous, sur l'état et l'effectivité de nos organes par expérience directe, et ce qu'on apprend sur eux, et donc sur nous, par la médiation des livres ou du savoir scientifique, comme le fait par exemple de sentir une extrasystole et d'associer cela à mon cœur. J'ai besoin d'un savoir pour pouvoir sentir ça. Je pense au contraire que notre expérience vécue, même la plus immédiate, est toujours déjà informée par des tas de choses qu'on apprend des autres ou dans les livres. Aussi, quand Ricoeur, en conclusion, affirme « Je ne comprends pas la phrase « La conscience se développe dans mon cerveau », je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il y a chez le philosophe à la fois l'énoncé d'une réelle difficulté philosophique, très ancienne, mais aussi et dans le même temps une certaine mauvaise volonté ou une part obstinée qui consiste à ne pas vouloir comprendre. Tout cela relève, il me semble, d'une sorte de tabou philosophique autour du cerveau qui l'amène à considérer comme un organe suspect, comme un non-organe. Évidemment, tout ce que je viens de raconter, qui concerne ici la petite sphère philosophique, en dialogue ou pas avec les neurosciences, contraste de manière saisissante avec l'omniprésence du cerveau dans le débat médical et de plus en plus dans la culture populaire contemporaine. Ce que je veux montrer, c'est justement cette sorte de hiatus qui existe entre une pudeur philosophique traditionnelle à parler du cerveau et son affirmation forte, presque obsessionnelle, dans le discours médical, même publicitaire, musclez votre cerveau, soignez votre cerveau, etc., jusque dans l'expérience la plus ordinaire des gens. C'est précisément cette survalorisation contemporaine qui intéresse Alain Ehrenberg au premier plan dans son dernier livre en date, La mécanique des passions, paru en 2018. Et c'est sous cet angle que le sociologue va s'intéresser de très près à cet organe particulier, le cerveau, auquel il accorde pour le coup une véritable densité conceptuelle. Je cite la première phrase du livre d'Alain. « Dans les sociétés démocratiques avancées, la valeur médicale et sociale du cerveau a été démultipliée depuis le début des années 90. » Il serait difficile d'être en désaccord avec ce qui est ici un constat de fait, l'explosion non seulement des recherches, mais aussi des discours autour du cerveau depuis une trentaine d'années. Il y a bien quelque chose comme un nouveau climat de modernité, où les individus sont de plus en plus amenés à s'identifier avec leur cerveau. Pour un sociologue comme Alain Ehrenberg, qui avec constance, ça a été rappelé depuis ses tout premiers travaux, a cherché à décrire et à comprendre les différentes formes de l'individualisme moderne, cette survalorisation du cerveau demande à être examinée de près. Dans La fatigue d'être soi, Ehrenberg déjà défendait la thèse que, je le cite, « la notion de maladie mentale est un corollaire de l'idée d'individu et qu'elle devait en cela constituer le point de départ de toute réflexion sur les rapports entre psychiatrie et individualité. Avec la démultiplication des discours autour du cerveau, c'est désormais le cerveau qui est en passe de devenir le corollaire de l'idée d'individu. Et si l'on veut mener à bien une sociologie de l'individualisme contemporain, il faut donc bien s'intéresser par là à cet organe particulier. » Ehrenberg est tout à fait conscient de la hauteur de la tâche et des nombreuses choses-trappes qui sont disposées d'emblée sur son chemin. Pour mener à bien son enquête, il estime nécessaire, je le cite, de, c'est page 14, dépasser le double débat épistémologique et politique dans lequel les neurosciences cognitives sont prises. Dépasser le débat épistémologique d'abord. L'originalité de la position d'Alain, en tant que sociologue, n'est pas, comme il le dit très bien, page 17, d'esquiver la question épistémologique qui concerne la validité du discours neuroscientifique, mais plutôt de viser à, je le cite encore, en contourner les querelles. En somme, Ehrenberg refuse de jouer Descartes contre Spinoza, ou Spinoza contre Descartes, il jouera plutôt Moss, de revendiquer une forme de dualisme ontologique ou sémantique, ou encore un monisme matérialiste, mais surtout et plus directement, en tant que sociologue, de vouloir fixer par avance une priorité ou une prédominance épistémique aux explications sociologiques par rapport aux explications neurobiologiques, le fameux dualisme de l'individuel et du collectif. Il refuse la position classique de surplomb, qui est celle classique du sociologue comme du philosophe, par rapport au savoir constitué, mais refuse aussi la solution un peu trop commode, qui serait la solution d'agnosticisme, qui cantonnerait l'enquête à ce qu'il appelle une sociologie timide. Sur les questions les plus essentielles qui touchent au rapport du cerveau et au comportement, ainsi qu'à la personnalité, Ehrenberg privilégie une méthode qui consiste à d'abord bien décrire ce qui se joue sur le plan social et anthropologique, plutôt qu'à chercher à résoudre par les moyens de la sociologie la priorité des fondements. Dans un livre collectif, édité par Brigitte Chamac et Baptiste Moutot, Neurosciences et Société, Ehrenberg résume bien la situation instable du sociologue quand il doit aborder la question du cerveau. Je cite Alain.
aux neuroscientifiques qui veulent combler la distance entre le biologique et le social dans le cerveau. Les sociologues ou les anthropologues répondent souvent qu'il faut la combler dans le social. Il y a aussi les centristes pour lesquels il faut un peu des deux. Disons-le d'emblée, c'est un piège dans lequel la pensée sur ces sujets s'est enfermée. Le grand danger est d'opposer aux pensées cherchant un fondement naturel, in fine cérébral ou génétique, des pensées cherchant un fondement social. Fin de citation. Comme il le dit, il faut prendre les problèmes autrement et commencer d'abord et avant tout par bien décrire ce qui se joue à côté, au-delà ou en deçà du discours des neuroscientifiques. Le sociologue, curieusement, adopte en cela la même aptitude que Claude Bernard en 1872 quand il écrit sur les fonctions du cerveau, je cite Claude Bernard, « On est évidemment influencé par des idées préconçues dans la question des fonctions du cerveau et on en combat la solution par des arguments de tendance. Les uns ne veulent pas admettre que le cerveau soit l'organe de l'intelligence, parce qu'ils craignent d'être engagés dans cette concession dans des doctrines matérialistes. Les autres, au contraire, se hâtent de placer arbitrairement l'intelligence dans une cellule nerveuse ronde ou fusiforme pour qu'on ne les taxe pas de spiritualisme. Quant à nous, nous ne nous préoccuperons pas de ces craintes. » Ne pas se préoccuper des craintes des philosophes et de tous les arguments de tendance, pour reprendre la jolie expression de Claude Bernard, c'est précisément ce qui est en jeu. Et de considérer, en bon sociologue et en bon anthropologue, sans tout de suite essayer de plaquer un jugement de valeur ni de vérité, le neuroscientifique comme une sorte d'informateur indigène qui invite à la description fine des discours de, je cite Alain, la tribu neuroscientifique. Le cerveau n'apparaît plus comme un organe biologique philosophiquement louche, mais plus simplement comme un objet sociologiquement chargé auquel on, les chercheurs, les patients, les individus, la société dans son ensemble, attachent plus ou moins de valeur. Voilà pour le débat épistémologique. Concernant le débat politique, ensuite, Ehrenberg reste constant à son opposition à Bourdieu, mais plus essentiellement à Foucault, on l'a rappelé, je le cite. Le débat politique a été essentiellement porté par les courants critiques des sciences sociales et de la philosophie se réclamant de la pensée de Michel Foucault ou de Pierre Bourdieu. Il cible le réductionnisme des neurosciences, qui serait l'expression d'un biopouvoir, lui-même au service du néolibéralisme ambiant. Contre une pente donc trop commode qui consiste à relier de manière très directe l'entreprise générale des neurosciences à une nouvelle forme de contrôle des individus, Ehrenberg reste fidèle à la ligne ouverte par Durkheim sur le développement de l'individualisme dans les sociétés modernes, tu viens de le rappeler Nicolas, sous le jeu complexe de normes, de règles, de valeurs transcendantes auxquelles les individus adhèrent sans qu'il s'agisse forcément de pouvoir. À Foucault qui affirmait, parlant de la modernité, Foucault, « Je crois qu'aujourd'hui l'individualité est complètement contrôlée par le pouvoir et que nous sommes individualisés au fond par le pouvoir lui-même. » Fin de citation. Ehrenberg substitue une théorie de l'individualité moderne beaucoup plus précautionneuse, moins dénonciatrice, qui ne considère pas l'individu comme un simple moule passif en prise au pouvoir, mais aussi comme un acteur qui adhère à des valeurs, des idéaux et des récits. Dépasser le double débat, se méfier des arguments de tendance, contourner les querelles. Bref, prendre les problèmes autrement. Mais comment faire ? La solution consiste à trouver le point subtil de jonction ou d'intrication des travaux scientifiques avec les représentations collectives. Dans son livre, Alain Ehrenberg parvient à trouver cela à travers le concept de cerveau exemplaire. Par cerveau exemplaire, il entend parler, je le cite, de grands types de cerveaux paradigmatiques des neurosciences cognitives en ce qu'ils caractérisent de façon exemplaire les rapports entre fonctionnement cérébral et comportement. Ces cerveaux sont exemplaires, non pas au sens où ils constitueraient forcément de bons exemples, au sens où un épistémologue pourrait l'entendre, par exemple, mais ils sont exemplaires ou paradigmatiques du type de discours qui est mis en place au sein de la société. Je cite cette phrase très importante, page 26, « Ce sont des cerveaux dont la trame est une histoire où, selon la démarche suivie ici, représentation collective et concepts scientifiques sont indissociables. » Autrement dit, ils sont exemplaires dans la manière où ils nous apprennent autant sur le type de relation causale que le neuroscientifique peut mettre en évidence entre l'organe cerveau et le comportement individuel, que sur le type de valorisation que l'objet social cerveau exerce à travers le récit qu'il véhicule au sein des sociétés individualistes contemporaines. Alors, je rappelle rapidement, le premier cerveau exemplaire, c'est celui de Phineas Gage, 1823-1860, ce contremaître d'une équipe ferroviaire américaine qui reçoit, après une explosion, une longue barre métallique qui lui traverse le cerveau. Le cas médical est devenu très célèbre. Phineas Gage a posé en daguerréotype plusieurs fois avec une longue barre métallique qui avait été extraite de son crâne et qu'il arborait comme un peu un chef de tribu sa lance. Et après sa mort, son crâne a été conservé et il a fait l'objet de toutes sortes d'analyses minutieuses.
Notez que c'est le crâne qui a été conservé, pas le cerveau. On n'a jamais eu de trace du cerveau, donc c'est un cerveau exemplaire, mais un peu absent d'une certaine manière. Et ce serait intéressant de mettre ça en relief. Vous savez qu'il y a aussi toute une histoire rocambolesque sur le cerveau de Descartes et le crâne de Descartes, qui a été dérobé par un commandant de garnison pendant l'exhumation du grand philosophe et qui a beaucoup voyagé, qui a fait aussi tas de modélisations théoriques. Donc il y a quelque chose d'assez étonnant à approcher. Toujours est-il que ce crâne de Phineas Cage, devenu paradigmatique, extrêmement commenté, a beaucoup compté, puisque le cas clinique a fait valoir que la personnalité de Gage, au dire des médecins, aurait complètement changé après son accident. Gage n'était plus du tout le même homme. Antonio et Anna Damasio, en 1994, ont cherché à modéliser par des outils informatiques l'accident et justifier le changement de personnalité par les dommages produits sur les hémisphères cérébraux. Beaucoup d'études ensuite ont été produites qui montreront que les conclusions à tirer sur le plan des lésions cérébrales ne sont pas si évidentes, d'autant que les témoignages manquent sur le plan historique pour attester d'un changement de personnalité aussi radical et spectaculaire qu'il a été rapporté. Reste que ce cas neurologique est devenu extrêmement célèbre, notamment sous la plume d'Antonio Damasio dans L'erreur de Descartes. Le point central dans la démonstration d'Alain Ehrenberg est de montrer que ce cas clinique, en dehors de sa valeur proprement scientifique, qui, comme je vous ai dit, est sujette à caution, réfracte, comme il écrit, je le cite, un vocabulaire et des idéaux qui se sont développés dans le XVIIIe siècle anglo-écossais. Autrement dit, il s'agit de retracer d'abord l'horizon historique et anthropologique qui a permis de relier le comportement de l'individu au fonctionnement ou au dysfonctionnement de son cerveau, et dans le même temps d'éclairer la valeur de modèle et le pouvoir de séduction que ce type de récit va exercer sur d'autres patients d'aujourd'hui. Le cas d'Eliot, par exemple. Affermissant ainsi la conviction que le développement de la personnalité serait directement imputable au bon ou au mauvais développement neurobiologique de l'individu. Dans les termes de Damasio, qu'il existerait quelque chose comme une base neurale du moi. Le deuxième type de cerveau exemplaire qu'analyse Ehrenberg est moins individué, moins emblématique et se trouve diffracté dans une pluralité de cas cliniques. Mais un auteur a contribué aussi à en assurer la valeur culturelle, sinon sociologique. Cet auteur, ce n'est plus Damasio, mais Oliver Sacks, qu'Alain Ehrenberg présente, avec des mots très, très choisis, comme un clinicien empathique et attentif, mais aussi un conteur admirable et auteur prolifique depuis le début des années 70. Sans évidemment qu'on ait besoin d'attribuer à la seule influence d'un auteur à succès la modification d'une sensibilité collective, bien évidemment. Ce qui est en jeu ici, c'est la modification récente, importante et frappante, qu'on trouve aussi bien dans l'autisme que dans le syndrome de la Tourette, mais peut-être aussi, il faudra voir, dans les TOC et dans des tas de domaines différents, et qui consiste à ne plus parler de la maladie en termes de déficit, mais plutôt en termes d'atypicité ou de potentiel caché. Cela revient, comme le note finement Ehrenberg, à socialiser le mal, au sens où la maladie devient une forme de vie qui demande moins réparation que reconnaissance sociale. Le cas de Temple Grandin apparaît alors des plus frappants, car on trouve ici le cas d'une professeure reconnue et accomplie, à qui on diagnostique très tôt des dommages cérébraux, avant de poser plus tard le diagnostic d'autisme. Et dans The Autistic Brain, l'auteur s'identifie complètement avec son cerveau. Alors, je voudrais m'arrêter, j'ai bientôt fini, une minute sur ce cas d'identification étrange qu'Ehrenberg considère comme emblématique. Déjà rien que le titre en français, dans le cerveau des autistes, est assez intriguant sur le plan philosophique. Dans le cerveau des autistes, c'est pas dans la tête de Vladimir Poutine, ou c'est pas dans la peau de John Malkovich, c'est dans le cerveau, vous voyez, comme un pilote en son navire, dirait Descartes. Et donc, rien que le titre soulève un abîme de perplexité. Et je voudrais relire attentivement cette citation de Temple Grandin que je reprends d'Alain, citation tout à fait frappante. Donc c'est Temple Grandin qui parle. « Je me dirigeais directement dans la pièce des techniciens et là je reçus ma récompense. J'allais voir mon cerveau. J'ai appelé cette expérience un voyage au centre de mon cerveau. Depuis, j'ai émergé 7 ou 8 fois d'un appareil d'imagerie cérébrale et je regardais le travail interne qui fait de moi. Les plis, les lobes, les chemins qui déterminent ma pensée et ma manière globale de voir le monde. » Fascinante citation qui justifie le rapprochement qu'Ehrenberg fait avec la description de l'anthropologue Evans Pritchard au sujet des tribus nuaires qui voient le monde à travers leur bétail. Elle, Temple Grandin, voit le monde à travers son cerveau, Ehrenberg. C'est pourquoi le cerveau de Temple Grandin est, comme le bétail du nuaire, une valeur suprême. Ils organisent leur monde. Donc le sociologue Ehrenberg se montre ici prudent. Il ne dit pas, comme le ferait Ricoeur, que Temple Grandin se trompe
ou qu'elle commet une erreur de catégorie. Simplement, elle se contente de mettre en lumière quelque chose qui s'apparente pour elle comme un nouvel horizon d'attente, de possibilités d'accomplissement personnel. Contrairement à Paul Ricoeur, Temple Grandin n'a aucune difficulté à éprouver son cerveau, au sens le plus propre, à faire de lui un organe central de son expérience vécue et même de son identité. Le sociologue, Alain Ehrenberg, met ici en évidence une forme de nouvelle expérience qui a tendance à devenir presque ordinaire, comme il le dit, et qui ne peut qu'interroger en retour le philosophe, soit en l'invitant à faire une socio-analyse de son propre champ disciplinaire, soit à remettre en jeu certaines évidences philosophiques, comme l'idée précisément qu'on ne peut pas éprouver son cerveau. Et si Temple Grandin avait raison, après tout? Y a-t-il même un sens à poser la question en ces termes? Je conclus. Que ce soit en sociologie ou en philosophie, une des questions les plus actuelles est de savoir quelle place accorder au cerveau. La place du cerveau, c'est d'ailleurs le titre qu'Ehrenberg donne à la conclusion de son ouvrage. Il faudrait trouver sa place au cerveau dans le discours du philosophe, dans celui du sociologue, celui de l'anthropologue, mais aussi celui du neuroscientifique ou du psychologue. Il faudrait le remettre à sa place, trouver sa juste place, quand il frappe soit par une absence trop criante, ou au contraire quand il se montre bruyant et encombrant. C'est bien de cela dont il est question. Alain Ehrenberg fait valoir qu'il existe à cet égard, je le cite, une intrication indéméable de tous les aspects biologiques, psychologiques et sociaux. Et c'est le sens précis qu'il donne à l'aphorisme de Mauss, il n'y a pas d'intervalle entre le social et le biologique, et qu'on peut interpréter de la manière suivante, représentation collective et concept scientifique sont indissociables. Le mot qui revient constamment sous la plume d'Ehrenberg, particulièrement dans sa conclusion, c'est celui d'intrication. La dernière phrase du livre en fournit la clé. Là où le psychologue, le neuroscientifique et le sociologue cherchent à découper l'être humain en comportement, il découvre que tout s'intrique en lui. Fin du livre. Tout s'intrique en lui, le biologique, le psychologique et le social. Et la conclusion d'Alain Ehrenberg dans ce livre très important apparaît à la toute fin hésiter finalement entre deux options. D'un côté, le constat d'une sorte de logique inéluctable de l'individualisme moderne, quand Alain écrit « Car le véritable destin de l'homme neuronal, du moins si on l'aborde en tant que phénomène social, est de basculer dans l'homme total de Marcel Mauss, ce destin est social, etc. » Ou alors une seconde option, un peu plus optimiste en quelque sorte, qui propose la solution d'un problème méthodologique majeur, quand il dit un peu plus haut, page 308, « Il est parfaitement possible de sortir les neurosciences cognitives de leur penchant solipsiste, sans que cela n'affecte leurs acquis, sans remettre en cause leur validité, la validité de leur discours. Elles ont trouvé une solution problématique au dualisme cerveau-esprit dans le monisme matérialiste de l'homme neuronal. Et Ehrenberg de conclure, l'alternative ne peut être que le monisme de l'homme total. L'alternative ne peut être que le monisme de l'homme total, à savoir l'achèvement de cette science globale de l'homme à travers l'unification des sciences que cherchait à promouvoir Marcel Mauss. En somme, et je conclus vraiment, par-delà la référence à Mauss, il s'agit toujours finalement, c'est le philosophe ici qui parle, de reprendre le vieux projet proprement cartésien, de ne pas découper l'homme en compartiments, mais de composer un vrai homme. Je cite une toute dernière fois Ehrenberg, la biologie, des circuits cérébraux au moins putatifs, la psychologie, les mécanismes de réparation sur lesquels jouent les exercices comportementaux et cognitifs dans lesquels le pouvoir-faire alimente le pouvoir-être, la sociologie, les attentes sociales à travers la forme spécifique par lesquelles ces populations adviennent à l'existence individuelle, potentiel caché, capacités différentes, atouts, handicap, etc. Donc la biologie, la psychologie, la sociologie, je cite Ehrenberg, se nouent de manière inextricable dans le corps individuel. Quasi per mixtum aurait commenté Descartes. Je vous remercie. Merci beaucoup Steve pour cette entrée en matière. La parole est à la salle et aux personnes en ligne qui peuvent laisser des messages. Merci beaucoup pour votre exposé. J'avais une question sur la manière dont vous avez introduit la position d'Ehrenberg par opposition à une certaine tradition philosophique qui mettrait le cerveau à l'écart et qui ne prendra pas spécialement comme un objet digne d'intérêt philosophique. Et je m'interrogeais sur pourquoi, en fait, vous ne parlez pas de toute la philosophie qui s'est constituée après en philosophie analytique, en philosophie de l'esprit, qui justement prend le cerveau extrêmement au sérieux parce que ça se présente comme une forme d'auxiliaire aux neurosciences cognitives et qui veulent proposer une philosophie qui s'appuie sur les travaux des neuroscientifiques. Et si introduire également cette contraste-là permettait pas plus de saisir l'originalité
des thèses d'Alan Ehrenberg sur le rôle du savoir du cerveau dans la constitution de l'individu. Non, vous avez tout à fait raison. Il y a évidemment un champ tout à fait prolifique aujourd'hui de recherche en philosophie de l'esprit, philosophie des neurosciences. Maintenant, c'est un domaine constitué sur le plan international. Donc, le cerveau est évidemment pris au sérieux. Mais il reste toujours quelque chose à part. C'est-à-dire, quand on est philosophe des sciences, qu'on s'intéresse au cerveau, on est très facilement taxé de réductionniste ou d'être de scientisme ou de pas d'être un philosophe à part, vraiment. De même qu'un psychanalyste comme Pierre-Henri Cassel qui prend au sérieux la question du cerveau dans un livre, à Maille évidemment aussi, avec beaucoup de psychanalystes qui refusent. C'est aussi ça a longtemps été un concept tabou en psychanalyse où il fallait absolument parler de sujet et certainement pas de cerveau. Et en sociologie aussi. En sociologie, c'est très compliqué. Ça l'a été pendant longtemps. J'imagine que ça le reste aussi. Donc c'est compliqué parce que déjà le cerveau est un organe complexe. On n'en sait pas grand-chose. Donc dans tous les cas, je pense pas que la tâche soit simple. Simplement, si je suis parti de là, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a quand même toujours frappé dans la manière de retracer l'histoire de la psychiatrie, qui consistait systématiquement, que ce soit à Pinel, etc., de mettre de côté ou de pas tellement commenter, à quelques exceptions près évidemment, les thèses organicistes très très fortes qui ont toujours été extrêmement présentes, ou alors pour les rentes secondaires ou moins importantes que en termes vraiment de valeur épistémologique qu'elles avaient pour les médecins. Ce qui est frappant en gros, c'est la centralité énorme et le manque de scrupules et de prudence, si vous voulez, du discours médical depuis 2000 ans sur cette question, et puis la très grande prudence des sciences humaines, on va dire, de manière générale, par rapport à ça. Mais vous avez tout à fait raison, hein, j'ai durci un petit peu le trait. C'est une question à la fois pour Steve et pour Alain. Parce que je vois bien comment, effectivement, on peut en venir à considérer que le cerveau, pour certains individus contemporains, parce qu'on vit quand même dans des sociétés contrastées où il y a différentes valeurs, hein, c'est même des luttes entre des valeurs, c'est la guerre des dieux, hein, puisse être grosso modo l'équivalent de la vache pour le nuaire. Bon. Mais si on pose les questions dans ce terme-là, on les pose en termes de représentation, hein, de valeurs, de représentation. Or, il me semble que ce qui fait l'originalité sociologique de quelque chose qui est encore peut-être que je trouve un peu implicite chez Alain et qui a pas, l'implicite apparaît encore plus explicite comme implicite dans ton propos, si j'ose dire, c'est que c'est parce que si ce sont des représentations comme ça ou des valeurs, c'est parce qu'elles émergent à l'intérieur de régimes d'action spécifiques qui sont dans des sociétés individualistes contemporaines très particuliers, où il y a des tas de considérations de démographie, de morphologie sociale, de division du travail, d'attentes normatives dans toutes sortes de registres qui ne sont pas forcément si spécifiquement moraux ou éthérés que ça, hein, qui peuvent être aussi des attentes du quotidien, des manières d'engager le corps dans toutes sortes de rapports. Or c'est ça qui me paraît original, c'est que le cerveau, du coup, apparaît non pas comme une représentation comme la vache dénuaire, mais si c'est la vache dénuaire, c'est parce que leur univers pratique l'ensemble de leur dynamique d'action, la manière dont ils... elle émerge comme un stabilisateur de tout ce réseau de pratiques. Et ça, même quand Alain... Alors, tu le cites un moment, quand il en fait quelque chose qui prolonge au fond la conception de l'habitude, de la pratique, de l'émergence de soi qui naît à partir des moralistes écossais, hein, de l'individualisme des moralistes écossais. Ça reste encore de l'ordre de l'idéologie ou Est-ce qu'on pourrait pas justement dire que l'originalité ou les perspectives qu'ouvre le travail d'Alain, c'est de nous amener à aller décrire plus finement les pratiques qui ne peuvent se stabiliser dans une société qu'en faisant un moment émerger cette représentation, qui n'est pas une représentation arbitraire, qu'on peut non, qui est ce autour de quoi se stabilisent, se transmettent
des régimes d'action qui ne peuvent pas se passer à un moment de quelque chose comme le cerveau. Et ça, c'est du coup un pragmatisme. Il y a quelque chose là-dedans, d'un pragmatisme en quelque sorte qui me paraît pas tout à fait explicite, mais complètement au travail dans le travail d'Alain. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est ce qui... il y aurait un travail à mener justement sur... C'est quoi le concept de cerveau dans le travail d'Alain Ehrenberg? Est-ce qu'il recoupe, en quoi il recoupe le concept qui serait un concept physiologique d'organe? Je pense qu'il y a une vraie densité, je le disais, de ce concept, et une épaisseur parce qu'il porte d'abord sur des représentations collectives, sur un ensemble justement d'idéaux, de valeurs, d'agir. Et effectivement, il faudrait voir comment ça se recoupe. Mais c'est le parti pris, c'est justement de cette idée de quelque chose d'indissociable, comme il le dit, entre un concept scientifique d'un côté et des représentations collectives de l'autre. Il faudra voir comment ça se recoupe, mais je suis d'accord. Je ne sais pas si Alain va rebondir sur ce point. J'essaie de dessiner une sorte de cadre historique général et qui nécessite des enquêtes anthropologiques, sociologiques sur les usages divers qu'on trouve un peu partout. Où Baptiste est l'un des premiers d'ailleurs à avoir travaillé sur cette question. Merci pour cette présentation vraiment très, très stimulante, qui pose très bien le cadre effectivement pour la suite. Ma question porterait sur le rôle de certaines techniques qui médient la réflexivité, comme l'imagerie cérébrale qui a été évoquée à l'instant. Je ferai peut-être un parallèle avec les analyses génétiques, avec la question de savoir finalement comment ces techniques renouvellent la question du moi par le biais effectivement du fait d'être à la fois, comme le disait Temple Grandin, en train de se regarder soi-même, donc dans une expérience d'extériorité, tout en se vivant soi-même, en se représentant soi-même comme voilà. Et ça, je pense que les travaux aussi sur les tests génétiques d'ascendance, etc., révèlent aussi ça. Voilà, donc c'était le sens de ma question. Dans quelle mesure ces techniques, qui ont un rôle de médiation dans le travail de réflexivité, renouvellent les questions philosophiques ou non? C'est vraiment, oui, tu as très bien résumé ce qui m'intrigue, qui est une question pour laquelle j'ai pas de réponse, mais effectivement c'est ce qui est tout à fait intriguant de savoir ces nouveaux outils, qu'est-ce que ça change vraiment, justement dans l'expérience sensible, dans les représentations collectives, et comment on peut, alors du point de vue en tout cas du philosophe des sciences, il y a un très très vieux débat qui est l'opposition vraiment entre ce qu'on appelle un terme observationnel et un terme théorique, qui est un vrai débat très compliqué, jamais tout à fait résolu, avec l'idée qu'il y aurait des termes observationnels, des choses qu'on peut directement voir, mes mains, etc. Et des termes théoriques qui sont toujours chargés, soit par tout un ensemble de dispositifs techniques qui permettent d'en rendre compte, soit par des théories. C'est des termes très très lourds en théorie. Et en philosophie des sciences, il y a ceux qui, devenue majoritaire aujourd'hui, considère que cette séparation est pas si nette, elle a jamais été facile à faire. Et par exemple, il y a des textes fameux, j'ai appris hier qu'Ian King vient de mourir. Ian King se posait la question, est-ce qu'on voit à travers un microscope? C'est une question maintenant qui nous semble très très bizarre, parce que pour notre génération, en tout cas, oui, on voit des microbes à travers un microscope. C'était pas si évident pour quelqu'un comme Ludwig Fleck au début du XXe siècle. Et c'était l'idée que, en fait, il y a une construction, que l'outil lui-même, pour pouvoir bien être utilisé, a besoin de tout un système théorique sur l'optique, et d'une bonne interprétation de type de bactérie qui est présente ou pas sous la lamelle. Et les arguments donc, qui étaient pour ou contre, c'était un débat très intéressant. Et au fur et à mesure, quand même, des années, ça considérait à dire, et l'article de Ian King est assez intéressant par rapport à ça, on dit, oui, finalement, ça pose pas trop de problème d'être réaliste par rapport à ça, de dire, comme de même les lunettes ne changent pas ma perception avec le réel, le microscope ne déforme pas tant que ça, même s'il faut apprendre un petit peu à l'utiliser. C'est pas quelque chose qui change vraiment la donne, de même qu'un téléphone. Je peux très bien dire, c'est notre exemple qui peut être pris, que j'entends ma grand-mère au téléphone, même si elle n'est pas là, ou que j'entends quelqu'un qui m'appelle en visio, et qu'il n'y a pas besoin de prendre une grande
prudence philosophique de dire non, j'entends la reconstitution d'une voix numérisée, etc. Non, c'est pas gênant à partir du moment où on sait déjà ce que sont les organes sensoriels. Et donc, à partir de cette question-là, on pourrait savoir comment ça se branche, tout ça, c'est l'imagerie fonctionnelle, la simple échographie, dans le vécu de notre corps propre. Là, pour le coup, ce serait, voilà, faudrait voir avec quelqu'un comme Ricoeur, qui est donc des phénoménologues. Il y a tout en philosophie même, dans le courant de la phénoménologie, la fameuse époquée qui consiste à mettre entre parenthèses le monde pour essayer de voir qu'est-ce qui constitue la texture même de notre expérience la plus immédiate. Il y a des courants qui sont très très opposés entre ceux qui sont plutôt naturalistes, en train de dire faut arrêter de toujours vouloir mettre de côté tous les savoirs constitués qui viennent des sciences, et ceux qui veulent rester puristes en disant non, quand je mets entre parenthèses, je mets vraiment tout entre parenthèses, aucun savoir constitué, par impossible. Et donc là, je pense que ce serait un vrai terrain d'enquête à mener sur un terrain, vous voyez, empirique, phénoménologique, de voir qu'est-ce que ça change tous ces instruments, commencer par l'échographie, l'imagerie cérébrale évidemment, les tests génétiques, sur les représentations du moi. Est-ce qu'il y a des bons arguments philosophiques par rapport à ça? C'est pour ça que Temple Grandin, je me dis, après tout, pourquoi elle aurait tort par rapport à Ricoeur? C'est pas si évident. Quand Ricoeur dit ça, c'est évident que ce sont mes mains, mais je peux pas dire que mon cerveau, c'est mon organe. J'ai pas de réponse. Merci beaucoup Merci. pour cette discussion. Je vous invite